Il dit, écoute, demain, tu viens avec nous avec le groupe pro. Et il partait jouer un match de Coupe d'Europe à l'Inter de Milan. Et là, vous imaginez reprendre un cours quand le gars qui a 17 ans, on lui dit, écoute, demain tu pars avec le groupe pro. Alors donc il y a Deschamps, il y a De Sailly, c'est cette équipe. Et donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Là on dit, oh, bon, attends, on va reprendre les cours un petit peu différemment. Bienvenue sur École Média, le podcast qui plonge au cœur de l'éducation sous toutes ses formes. Ici, pas de discours formaté, pas de langue de bois, juste des échanges francs et intenses avec ceux qui inspirent et ceux qui façonnent l'école. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on démarre très fort. On accueille Patrick Bizet, 43 ans au service de l'éducation et 43 ans d'engagement dans l'enseignement. Patrick a été le directeur de la Joliverie à Nantes, l'un des plus grands lycées privés d'Europe avec 4800 jeunes. Mais au-delà des chiffres, c'est avant tout un homme passionné, engagé et qui a une vision unique. On vous partage notre échange avec Patrick. Installez-vous confortablement, que vous soyez parents, étudiants ou simplement curieux. Installez-vous, prenez un café, mettez vos écouteurs, on commence maintenant. Bonjour, je suis Patrick Bizet, ancien chef d'établissement de la Joliverie. Je suis là pour École Média et j'en suis ravi pour parler de mon parcours professionnel et un partage d'expérience surtout. Bonjour Patrick, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour échanger sur ta vie, sur tous les moments importants et aussi sur l'impact que tu as eu sur le monde de l'éducation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire quand tu es né, où tu as grandi et un petit peu commencer par ton histoire, à toi déjà. Bonjour Charles, merci de m'accueillir, merci aussi de prendre du temps avec moi pour parler de ce que j'ai vécu et je pense dans ce parcours, beaucoup devraient s'y retrouver, enfin en tout cas je l'espère. Mais moi d'emblée, ce que je voudrais te dire, c'est que je souhaite avant tout un message d'expérience et de confiance pour les jeunes. C'est la passion de ma vie, la formation des jeunes, ça restera tout le temps et croire dans la formation des jeunes, c'est ce qui m'a animé, j'ai été le sens aussi de ma vie. Donc j'ai un peu plus de 65 ans, je suis en retraite officiellement depuis la rentrée 2025, depuis octobre 2025, après avoir passé, comme tu le dis, un peu plus de près de 43 ans dans l'enseignement catholique au service de l'éducation. Très bien. Avant de parler de ton parcours, comment tu te sens après ces années d'éducation et ces années de travail engagé, maintenant jeune retraité, toujours plein de dynamisme? Comment tu te sens aujourd'hui ? Alors, j'essaye encore d'être plein de dynamisme, je me sens bien, serein, heureux de ce que j'ai pu faire et heureux de ce que je vais encore faire. J'ai toujours été animé par des projets. Là, les projets sont un peu plus tournés par la vie de famille, les loisirs. Mais également, on aura l'occasion d'en parler, je pense. J'ai encore accepté de poursuivre quelques missions pour partager mon expérience et accompagner quelques projets. Donc oui, on va en parler et on va parler aussi d'anecdotes et de moments importants dans ta vie. Et déjà, si tu devais te présenter en quelques phrases, si on ne te connaît pas, Patrick, qu'est-ce que tu dirais de toi ? Je suis quelqu'un de passionné, de déterminé et puis de tenace ou curieux. Mais je crois que ce qui me caractérise aussi, c'est la ténacité. Donc on a dit 43 ans à l'enseignement. Et est-ce que plus jeune, est-ce que petit, tu avais déjà cette idée ? Est-ce que tu pensais plus jeune que ton chemin serait celui-ci ? C'est souvent le message aussi que j'ai passé aux jeunes. Moi, je voulais m'offrir cette possibilité de pouvoir tracer mon chemin. Et je crois que de ce point de vue-là,
ça l'a été fait, un chemin de passion, un chemin donc semé de projets, et puis un chemin sur lequel je voulais aller avec les autres. Et j'ai souvent une image qui revient en moi, et tout au long de mon parcours, je me souviens, vers l'âge de 16-17 ans, ce flash qui est souvent resté, en me disant, voilà, demain, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de prendre des initiatives, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire avec les autres, pour les autres. Alors, déjà pour les jeunes, mais j'avais aussi cette envie d'entrepreneuriat. Donc globalement, je crois que ça c'est assez bien rejoint. Précisément, je ne savais pas ce qui se ferait, mais voilà. Donc là, j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir accompli cela. L'esprit d'entreprendre, ça vient d'où chez toi? Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui a été la petite flamme de cet esprit d'entreprendre? L'éducation, la formation, elle est perpétuelle en soi. On se construit. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui me semble extrêmement important. C'est tout éducateur a la mission de pouvoir donner les moyens à un individu de se construire. Et de pouvoir avoir les moyens de faire son propre chemin. Qui ne sera pas simple. Ça, il faut l'avoir en mémoire. Il y a quelque chose que j'ai souvent retenu et que j'ai souvent partagé. Ce n'est pas son chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. On sait que ce ne sera pas simple, mais on peut y trouver du plaisir. Alors il y a à la base mes racines familiales. Mes parents étaient artisans, commerçants, charcutiers, traiteurs, et donc bercés dans cet environnement du travail, puisque c'est une époque où donc les apprentis vivaient à la maison en permanence. Donc je crois que là, ces valeurs travail, ce rapport aux autres, et notamment aux apprentis, a été très fort en moi. Et on partageait la même table, les moments de fête. C'est une époque où, donc il y a près de 60 ans, où ils étaient à la maison en permanence. Et donc on vivait, puis ils n'étaient pas beaucoup plus, à un moment donné, ils n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi. Et puis mon père me sollicitait aussi quelquefois quand j'étais universitaire, j'allais donner un petit coup de main aussi. Voilà, donc cette valeur travail est très forte, cet esprit d'entreprendre. Puis ensuite, moi je fais des études économiques, donc ça a aussi contribué. Et puis on y reviendra, le sport, qui était un élément fondateur, fédérateur en moi, et qui m'a très vite m'a donné aussi l'esprit sain de compétition aussi. L'esprit de dépassement de soi, et puis la collégialité, la fraternité. Enfin, dans le sport, c'est rien de plus beau que la victoire quand elle est collective. Donc, tes premières années en tant qu'éducateur, tu as commencé comment? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces premières années de professeur? Alors, donc quand j'avais aussi une idée, en fait une envie dans les années 80, c'est que j'étais persuadé, convaincu, et notamment quand on voulait s'orienter vers l'entrepreneuriat, j'avais quand même un petit peu l'idée d'aller dans le monde de l'entreprise, je ne savais pas trop la formation à l'entreprise, qu'il fallait maîtriser parfaitement l'anglais. Et donc, j'avais dit à mes parents, lorsque j'aurais terminé mes études, j'irai comme assistant français en Angleterre. Entre-temps, donc je termine ma dernière année d'études, je suis surveillant d'internat au Lockheed. Et ça a été grâce aussi au football, puisque les dernières années, j'étais aussi, et assez rapidement, j'ai été initiateur de foot. Et d'ailleurs, j'ai suivi aussi des stages et un diplôme d'entraîneur. Et donc, dès l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, je m'occupe des jeunes.
c'est des poussins à ce moment-là, et puis ensuite des jeunes un petit peu plus âgés. Puis là, il y a le père d'un des joueurs qui me dit, écoute, on cherche un surveillant au Lockheed sur un internat, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, très bien. Et donc ces dernières années, surveillant l'internat, je découvre le lycée Le Lockheed, et puis ensuite je pars à l'armée. Alors à l'armée, moi je suis parti dans les services militaires, un peu d'actualité là, mais service militaire, et puis moi je suis affecté en Lorraine, à Sarrebourg, et là j'avais une idée, c'est que je voulais être animateur de sport donc à l'armée. Et donc j'avais mon diplôme d'entraîneur de foot, mais et là il y a eu un test pendant ce qu'on appelait les classes, et il fallait faire le test de Cooper. Et sur le test de Cooper, j'étais quand même bien entraîné. Je me fais remarquer puisque je mets un tour de piste dans la vue au commandant de la section, et là on se dit, ah, il est pas mal celui-là, il est footballeur, et donc je deviens animateur sportif à l'armée. Ce qui me démarquait un peu avec des autres, puisque moi, ma tenue, c'était le survêtement bleu, rouge, et donc alors tout le monde était plutôt en couleur kaki. Et puis, donc j'ai démarré mon service militaire en septembre, et puis avant de terminer, je postule pour être assistant de français en Angleterre. Et il arrive dans notre pays parfois qu'il y a des grèves. Et il y a une grève de la Poste, un mois et demi, qui a duré assez longtemps, ou 3 semaines, avant la fin de mon service militaire, donc fin septembre. Pas d'affectation, rien. Et là, le directeur du Lockheed m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un poste de prof d'économie qui se libère. Est-ce que ça t'intéresse? Alors évidemment, au démarrage, c'est un contrat à durée déterminée avant d'être... je lui dis oui, parce que l'enseignement était aussi quelque chose qui m'intéressait, et puis je n'avais pas de réponse de l'Angleterre. Et je démarre donc le 4 octobre 83 au Lockheed, et précisément le 4 octobre, en revenant le midi à la maison, j'avais un courrier de Colchester qui me dit, on vous attend. Vous êtes nommé comme assistant à Colchester. J'avais pris un engagement au niveau du Lockheed, c'était une voie aussi qui m'intéressait. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, ben non, je reste donc dans cet établissement. Et c'est assez amusant parce que plusieurs années plus tard, dans l'établissement, je crois que c'était à l'école hôtelière, où il y a Colchester qui proposait, mais là, un jumelage. Et donc, je suis parti dans l'enseignement, qui était une voie qui évidemment m'intéressait aussi, mais où, en tant que professeur d'économie, de sciences économiques et sociales, où là, j'espérais bien aussi que je pourrais poursuivre et nourrir cet esprit entrepreneurial. Tes premiers rêves en tant que professeur au Lockheed, du coup, à la base, tu étais plutôt passionné par le foot. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as été au FC Nantes et tu voulais plus, je pense, t'occuper de ballon rond au départ que de jeunes, même si c'était peut-être lié. Et du coup, FC Nantes, ensuite Lockheed, c'est quoi tes premiers rêves? C'est quoi tes premières idées? Non, je suis en tant que joueur passionné par le foot, le ballon et du reste le sport, d'une manière générale, puisque ensuite j'ai développé pas mal de partenariats aussi dans ce domaine-là. La vraie passion, c'est quand même aussi pouvoir transmettre et être auprès des jeunes. Ça, quand je suis initiateur de foot, c'est aussi ce contact, et j'ai toujours eu énormément d'émotions et jusqu'aux derniers instants de ma carrière. Et là encore, puisque j'ai parfois des contacts, et ce qui est formidable dans ce que j'ai vécu, c'est que il m'arrive, vu
les milliers de jeunes que j'ai pu côtoyer, avec des relations différentes entre surveillants, qui a duré qu'un an, mais professeur, directeur des études, directeur adjoint et directeur général d'un groupe important, le rapport aux jeunes n'était plus le même. Mais évidemment, des jeunes, j'ai des anecdotes, on pourra en parler, extraordinaires dans ce domaine-là, et des jeunes, voilà, leur parcours, leur réussite, et le scintillement, la lumière que je vois dans leurs yeux, ça, c'est extraordinaire pour moi. Et dès le départ, c'est aussi ça. Mais au-delà des jeunes, d'ailleurs, moi, ce qui m'a toujours intéressé, et notamment en tant que manager, c'est de créer des conditions et de voir de quelle manière je peux permettre à un individu de se réaliser et de s'épanouir. Parce que moi, je l'ai vécu d'ailleurs véritablement aussi pour moi, mais c'est ça qui est passionnant. Voilà, comment un individu, et tant au niveau des jeunes, des élèves que j'ai pu avoir, mais ensuite au niveau également des professeurs et puis des personnels, quel que soit, j'ai vu des gens évoluer, et ça, c'est ça qui est intéressant. Alors le FC Nantes aura peut-être quelques questions, parce que c'est une expérience que j'ai eue parallèlement au moment où j'étais professeur. Y a-t-il une personne, quand tu repenses à ta carrière, une personne qui au début t'a particulièrement influencé ou vraiment t'a inspiré au départ? Est-ce que tu penses à une personne au début de ta carrière qui fait encore écho à ton chemin? La construction de mon parcours s'est fait par étapes. C'est une construction, un parcours. Et grâce à de nombreuses rencontres. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est ce qui m'a particulièrement motivé et intéressé. Ce sont les rencontres qui font qu'à un moment donné, on va bifurquer, on va prendre telle ou telle route. Je peux pas ressortir un seul nom. Il y a eu à des moments de ma vie des personnes qui m'ont ouvert des portes ou entrouvert et qui m'ont permis de vivre des expériences. Alors qu'il y a eu un moment déterminant ou un rôle déterminant à ce moment-là précis de ma vie, le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles m'ont fait confiance. Elles ont cru en moi. Et donc ça, j'ai voulu aussi l'appliquer auprès des jeunes, auprès des collaborateurs. Mais au moment, oui, au début de ma carrière, il y a le directeur, Joël Lebrun, qui me fait confiance, puis ensuite l'adjoint directeur de Cézanne qui m'appelle à l'école hôtelière Sainte-Anne à Saint-Nazaire, Michel Tronçon qui, au FC Nantes, avait un rôle et m'appelle et permet de rencontrer Max Bouillet, le président à ce moment-là, et de lui proposer un projet et qui va être retenu par le FC Nantes. Et puis ensuite, évidemment, je pense à Jacques Chaillot, le directeur de l'enseignement catholique, qui me fait confiance et qui me nomme à la direction générale de la Joliverie. Et puis aussi les différents directeurs que j'ai pu avoir. Toutes ces personnes et ces professionnels aussi, ces rencontres que j'ai fait, tant de sportifs et d'entrepreneurs, chefs d'entreprise qui ont nourri ma réflexion et qui m'ont permis d'avancer. On va reparler après de la Joliverie. Si on reprend ton parcours, tu commences en tant que professeur au Loukidi, puis après, tu vas du coup à Sainte-Anne à Saint-Nazaire, puisque quelqu'un te détecte et te dit tu pourrais faire plus que professeur. Tu sais mener les jeunes, tu pourrais aussi mener des équipes. Comment ça se passe, cette transition entre le Loukidi et Sainte-Anne à Saint-Nazaire? Assez rapidement, mais c'est un cheminement assez légitime, assez logique de ce que j'avais envie de faire. Je souhaitais prendre des responsabilités et être un acteur plus important dans l'organisation, la gestion d'un établissement, même si l'enseignement me passionnait, mais je voulais aller vers le management d'un établissement. Et je dois te dire aussi, et c'est toujours un message
que j'ai souvent passé au niveau des enseignants, on devient responsable, non pas parce qu'on n'a plus envie de faire un métier de prof, mais parce qu'on l'aime, ce métier. On ne peut pas piloter, coordonner des enseignants si on a une lassitude du métier. Au contraire, moi j'avais une profonde et je voyais aussi les contours de ce métier. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, effectivement, alors au niveau de la direction de l'enseignement catholique, effectivement, on me connaissait un peu puisque j'y ai participé à l'organisation du premier salon Formatec à Nantes en 1987. Sur l'orientation, donc ça aussi, l'orientation, c'est évidemment un sujet qui me passionne. Et il y a à l'école hôtelière Sainte-Anne à Saint-Nazaire, qui est une école qui déjà dans les années 80 est une école qui fait référence aussi de ce domaine, dans ce domaine. Et il y a un nouveau bâtiment qui se construit et la volonté de développer l'enseignement supérieur, les BTS. Et on me propose effectivement là d'être directeur des études. Je rencontre le directeur Michel Nicou et puis voilà, il me fait confiance. J'habitais Nantes, j'avais des jeunes enfants, pas simple. Là, mon épouse aussi m'a fait confiance. Voilà, au niveau familial, c'était pas évident. Et puis, donc, j'ai passé 4 années qui m'ont vraiment aussi marqué, avec aussi des expériences où on a été le premier établissement dans l'hôtellerie à lancer les BTS en hôtellerie en alternance. C'est les contrats de qualification. Donc ça a été aussi pour moi je ne connaissais pas particulièrement aussi ce domaine de l'alternance et puis là ça a été une très belle expérience, mais là aussi enrichissante pour moi, formatrice. Enfin, à chaque moment, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes et puis je me suis également formé et j'ai découvert d'autres univers. Ok, on a parlé du Lokidi, on a parlé de Sainte-Anne. On pourrait revenir aussi sur le FC Nantes. Parallèlement à ça, tu as eu une expérience au FC Nantes, quelque chose qui te plaît, qui te passionne. Oui, parce qu'il y a un peu un rêve de gosse aussi qui se réalise. Alors juste quand même, au Lokidi, là en tant que professeur, se crée une entreprise, une association pour réaliser un journal avec les élèves. On crée une mini-entreprise et je pense, j'ai été certainement l'un des premiers aussi à envoyer tous mes élèves de seconde en stage, ce qui est d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les élèves de seconde générale et technologique, puisque moi, j'avais les élèves de seconde, 110 élèves, et ça a permis déjà, parce que j'ai eu des témoignages après, à des jeunes aussi de pouvoir découvrir une filière, un métier. Et là, j'ai une anecdote aussi qui est forte, c'est qu'on crée aussi un club investissement. Et moi, très tôt, je souhaitais aussi que mes élèves aillent dans des entreprises. Et la première entreprise qu'on visite, et avec qui d'ailleurs on va aussi participer au club investissement, c'est l'entreprise Goubo, l'imprimerie Goubo, qui est une grosse imprimerie familiale aussi. Et je me souviens parfaitement de ce moment où on rencontre Michel Goubo, le directeur à ce moment-là. Donc on est au milieu des années 80. Et là, il développait aussi des marines. L'impression, c'est un passionné, il était de la Trinité, un passionné de la mer. Et moi, ça m'avait marqué aussi. C'est quelqu'un qui a été investi à la Chambre de commerce, qui a été investi aussi au club, la jeune Chambre économique, je crois, mais en tout cas, Club Entreprendre. Ouais. Et ce monsieur, on a gardé quelques liens. Et ensuite, pratiquement 25-30 ans après, on créera ensemble le pôle des arts graphiques à Nantes.
Michel Goubeau est le président du CFA de l'imprimerie. Moi, je suis prendre la direction de la Joliverie. Et on développe un projet complètement inédit en France. Et l'histoire nous permet de nous retrouver. Donc, pour moi, c'est aussi fabuleux. Et voilà, parmi les rencontres, tu m'as dit, il y a vraiment, j'ai une pensée très forte pour lui. C'est quelqu'un, pour qui j'ai une estime très profonde. Et voilà, moi, j'étais jeune prof, je le rencontre, ça m'avait plu. Et 25-30 ans après, on crée une école ensemble. Le FC Nantes. Alors, le FC Nantes, au Lockheed, il y a un professeur qui s'appelle Michel Tronçon, qui est l'entraîneur alors je crois que c'est la D3 à ce moment-là, mais et qui est un prof de lettres, qui a aussi une vision très innovante aussi de la formation, et notamment de se dire, il crée l'école qui existe toujours, hein, l'école du sens, mais pour sportifs de haut niveau, c'était l'école du FC Nantes, c'est-à-dire les jeunes qui se formaient donc ou qui aspiraient à devenir professionnels au FC Nantes, on est quand même dans les années 89-90. Le FC Nantes est un club d'ailleurs qui a de très bons résultats. Très bons résultats, ouais. Il y a une jeune génération aussi qui est en train d'éclore, et il dit il faut leur donner aussi une formation, et c'est la volonté aussi de la direction du président du FC Nantes, leur donner aussi une formation scolaire, voire un petit peu plus, et humaine. Et donc là, alors il puise notamment parmi les profs du Lockheed qu'il connaît, il m'appelle, il me dit écoute, je te propose de donner quelques cours d'économie, et c'est quasiment des cours individuels à des jeunes qui sont en formation. On ne sait pas quel sera véritablement leur avenir. C'est l'occasion aussi, c'est à ce moment-là que je rencontre aussi et une amitié qui durera Didier Zor, qui est le président de la Ligue de football aujourd'hui. Excellent. Et Didier, là aussi, il a été moteur avec Michel dans la construction de cette école. C'est avant de parler de quelques élèves dont les noms aujourd'hui résonnent, mais une expérience extrêmement forte, parce que elle me dit, moi j'avais des élèves en groupe. Alors déjà, la pédagogie, la pédagogie a toujours évolué, mais là, on dit attention au cours magistral, toujours cette volonté de s'adapter. Alors là, s'adapter au profil de jeunes est encore un peu plus fort, parce que ce sont des jeunes qui étaient brillants au niveau du foot, qui se destinaient ou qui aspiraient à une carrière pro, et qui étaient souvent dans les sélections d'équipe de France. Je pense à Reynald Pedros, Stéphane Gianni, Nicolas Wedex. Alors Reynald n'a pas été un des élèves, mais Nicolas, Patrice Loco que je côtoyais, Laurent Guyot et Franck Moffet. Avec Laurent, qui est un entraîneur d'Annecy aujourd'hui, qui a réussi bien, des gens ouverts, curieux, il s'est créé une relation très forte. Parce qu'ils étaient coupés un petit peu aussi de leurs attaches familiales. Et nous, au niveau des profs, on avait déjà une certaine conception aussi. On s'adaptait, on adaptait notre enseignement à ces jeunes. Donc alors moi, il y a eu une période où je les raccompagnais quasiment tous. Jean-Michel Ferry, qui était le capitaine de l'équipe de France, Reynald Pedros, je les ai ramenés chez eux. Et puis où ils venaient manger à la maison. Et j'ai eu aussi parmi mes élèves Christian Carambeu, où j'ai passé un an avec lui en cours particulier, et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait une belle connaissance. Il arrivait de Nouvelle-Calédonie. Alors deux anecdotes fortes, parce que je me souviendrai toujours, et au moment de mon départ de la Joliverie, je l'ai cité, puisque Franck Moffet, donc c'est une amitié qui dure depuis près de 40 ans. Je me souviens, on est dans une salle ou dans une grande salle, parce que parfois, on faisait même parfois des cours dans leur chambre. Et puis, avant que ça se structure, et il y a Laurent et Franck, je leur fais un cours, je crois, sur le chômage. Et là, Reynald Denouex arrive. Et puis, alors, je le connaissais bien, je côtoyais aussi Coco Suedo, Reynald Denouex. Et puis, il arrête le cours.
Et il dit à Franck, qui a 17 ans, qui est un avançant aussi de l'équipe de France, là, donc pas espoir, mais c'est junior ou ça doit être U19 aujourd'hui ou U17. Et il dit, écoute, demain, tu viens avec nous avec le groupe pro. Et il partait jouer un match de Coupe d'Europe à l'Inter de Milan. Et là, vous imaginez reprendre un cours quand le gars qui a 17 ans, on lui dit, écoute, demain tu pars avec le groupe pro. Alors donc il y a Deschamps, il y a De Sailly, c'est cette équipe. Et donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Là on dit, oh, bon, attends, on va reprendre les cours un petit peu différemment. Et puis, ouais, des rencontres aussi fortes avec... Antoine Comboiré, là que je n'ai pas revu, mais Antoine Comboiré, quand on a fait notre journal école au Lokili, je pense qu'il est stagiaire au FC Nantes. Et c'est le premier interview qu'il fait, sûrement avec mes élèves, puisque voilà, Michel me dit, tu vas voir, c'est quelqu'un qui va avoir un bel avenir. Et, effectivement, c'est un bel avenir. Et il se trouve aussi que moi, ma future épouse habitait Le Mans. Et la future épouse d'Antoine aussi était au Mans. Et on s'y retrouvait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où on revenait du Mans ensemble, on prenait le train, puis ensuite le taxi ensemble, puisque lui, il allait à la Genève et moi, j'allais au Lokili. Et ça nous a créé aussi une relation assez amicale et assez tendre. Voilà. Et puis avec Christian Carambeu, moi, j'ai appris à le connaître. Et j'ai appris aussi à comprendre aussi comment une culture aussi un petit peu différente avait un impact évidemment sur le comportement d'un individu au-delà de ce qui pouvait paraître. Donc c'est une expérience très forte. Et puis au FC Nantes, eh bien, j'intègre aussi le service communication du FC Nantes. C'est l'époque du Minitel. Et là, grâce à Michel Tronçon, je vais voir Max Bouillet, qui est le président, en lui disant ce serait bien que le FC Nantes puisse avoir également un service de communication moderne. À cette époque, ça n'existe pas dans les clubs de foot. Et donc, je lui propose un cahier des charges, je fais une étude. Et là, je me tourne, moi je ne suis pas un informaticien, je me tourne vers une société qui s'appelle Sigma, et qui va réaliser le service informatique et qui nous permettra, on obtiendra le premier prix. Donc, il y avait un prix qui existait régional. Et puis, on est le premier club à mettre en place le système de réservation des places dans un stade. Aujourd'hui, c'est complètement différent, mais voilà. Donc une expérience très forte. Et puis là, je croise je me retrouve dans le même bureau que Jean-Paul Bertrand de Man, qui était commercial, et que j'allais admirer, et que j'allais applaudir, soutenir au stade Marcel Topin quand j'étais plus jeune. Donc là aussi, c'est assez sympa, quoi. Confiance, du coup, de tous ces gens-là. Passion aussi, je pense beaucoup. Ouais. Et cette passion, cette confiance et ton parcours t'amènent à un endroit qui va devenir très fort pour ta vie, la Joliverie. Ouais. Voilà. Et quand tu prends la tête de la Joliverie en 2008, c'est un énorme défi. Et j'aimerais que tu nous parles un peu des chantiers. C'est vrai qu'on connaît la Joliverie aujourd'hui comme l'un des plus grands établissements scolaires français. Un établissement qui est tourné vers l'apprentissage, la relation école-entreprise, plein de choses qui aujourd'hui font sens et sont partagées par tous, mais qui à l'époque peut-être n'étaient pas forcément plus évidents. Est-ce que tu peux nous partager tes premiers chantiers? On échangera après sur l'évolution de l'établissement et tout ce que tu as fait dans cet établissement. Mais déjà, quand tu arrives en 2008, c'est quoi la Joliverie? C'est quoi tes chantiers? Et surtout, c'est quoi ton idée? Je suis arrivé à la Joliverie en 1993 et j'ai été recruté comme directeur adjoint.
Et la Joliverie est à ce moment-là composée de deux lycées et puis également alors il y a un CFA, CFP et puis un lycée industriel, un lycée tertiaire. Mais c'est assez cloisonné. Et moi, et même c'est cloisonné dans le fonctionnement, c'est cloisonné aussi physiquement sur le site. Ça peut s'expliquer à ce moment-là parce que ça s'explique parce que c'est le fruit d'une évolution. Et donc là, moi, je suis appelé pour avoir la direction du lycée tertiaire qui est le lycée Saint-Pierre-la-Joliverie. Et je suis appelé par le directeur général puisqu'il y a un directeur général depuis les années 80, donc c'est le fruit de toute une évolution aussi, et qui est Michel Nicot, qui avait été directeur de l'école hôtelière Sainte-Anne et qui m'avait recruté à Sainte-Anne. Donc c'est lui aussi qui t'a fait suivre, ouais. Il t'a embarqué avec toi. Ouais, c'est ça. Encore de la confiance. Voilà, au bout de 2 ans, en disant, voilà, en attendant, il souhaitait aussi qu'il y avait peut-être un regain de dynamisme dans le tertiaire, puisque à ce moment-là, il y avait des difficultés au niveau du lycée professionnel. Et puis l'idée était aussi de restructurer. La Joliverie est déjà un bel établissement. Et je crois que cet établissement a toujours fait résonance, alors notamment au niveau des Nantais, depuis quasiment le démarrage, parce que c'est un établissement qui a été créé en 1920 et par les jésuites, et puis et qui se sont retirés, alors qui s'est installé, ensuite il a été créé à Nantes, puis qui a été créé, qui est venu à Saint-Sébastien-sur-Loire, sur le domaine de la Joliverie, et qui en 70, donc les jésuites retirent et c'est restructuré avec deux lycées. Mais dès le départ, c'est un établissement aussi qui va former notamment des jeunes dans le domaine industriel et dont la vocation est professionnelle dès le démarrage. Et ce qui veut dire que plus de 100 ans après, c'est un établissement qui a su se développer aussi dans le domaine professionnel et rester dans le domaine professionnel, et notamment industriel, et qui fait référence dans ce domaine-là. Donc, quand moi j'arrive aussi dans une structure qui est importante. Qui est importante, hein. Elle est peut-être à 2500, un peu moins d'élèves, mais c'est important. Hein. Et à ce moment-là, on ne parle pas trop de restructuration, même, il y en a dans les entreprises, mais il y a eu un phénomène de restructuration, de mutualisation de groupement qui s'est accéléré sur les 10-15 dernières années. Donc, donc Jean Simon était le directeur général, il succède à Michel Nicot. Il y a une politique aussi d'investissement qui est déjà active, mais il y a vraiment des établissements qui séparés et qui ne travaillent pas suffisamment ensemble. Donc, quand Jean Simon fait valoir ses droits à la retraite en 2007, il y a un appel à candidature pour la direction générale. La pratique, c'est pas tellement qu'un directeur adjoint prenne la suite, parce que quand même la structure, bon, moi je postule, bon, et puis bon, au niveau du lycée tertiaire, et entre-temps on avait développé les arts appliqués, et donc là on fait confiance, on me retient, ce qui n'est pas simple, parce qu'en interne on se dit, lui il connaît que le tertiaire. À chef aussi. Oui, et puis par rapport à l'industriel, et on était dans les tuyaux, il y avait le projet de l'école d'art appliqué sur l'île de Nantes, sur lequel je m'étais particulièrement investi, toujours avec une équipe, mais j'avais été quand même très investi, ce qui est une histoire fantastique dans la vie d'un chef d'établissement. Moi, j'ai vécu la création d'une structure d'un établissement. C'est pas forcément commun, donc avoir vécu ça, c'est la feuille blanche. Hein. Je me revois dans le train avec Jean Simon, et là, le directeur des catholiques, l'enseignement catholique à cette époque nous dit, voilà, faut faire un établissement général et technique à appliquer. Allez-y les gars, quoi. Et là, je me souviens, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Quel projet? C'est une histoire, c'est 10 ans de ma vie. Entre le moment où on crée cette école, on pense. Commence à imaginer l'école. On établit le projet,
Et ça ouvre en 2010, c'est 10 ans de ma vie, et j'ai dû refaire 12 ou 13 fois le projet, parce qu'initialement ça devait se faire à Carquefou, et finalement ça n'a pas pu se faire, et donc là on s'inscrit dans un projet de l'île de Nantes qui est porté par le député maire Jean-Marc Ayrault à cette époque, qui me dit voilà, on va faire le quartier de la création, un quartier dédié aux industries créatives et culturelles, allez-y, inscrivez-vous. C'est un autre projet, mais c'est un projet, et on le voit aujourd'hui, c'est un enjeu, un défi extraordinaire. Et donc là, déjà on voit bien, on a cet esprit aussi au niveau de la joaillerie. Entrepreneurial, du coup. De construction, d'entreprendre. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, ça a été aussi dans les gènes. Enfin, déjà, quand en 1927 les jésuites décident de venir, c'est la campagne, ce sont les maraîchers à Saint-Sébastien. Donc c'est déjà, on voit bien, cet esprit d'initiative est fort. Et puis, donc là, je sens voilà, que donc quand je postule et je suis retenu donc en 2007 pour assurer la direction générale de la joaillerie, j'en suis ravi parce que d'abord cet établissement, je le connais bien, qui est marqué et positivement par un projet extraordinaire qui est Microjoule. Et c'est vrai que la portée internationale de l'établissement, elle est liée aussi à Microjoule, mais qui a une empreinte très forte d'ailleurs sur l'établissement en termes d'image de com. C'est un projet qui est fabuleux. Et moi, ma mission va être aussi, c'est de restructurer et de créer une entité. En gardant les spécificités, mais créer une entité. Et je sens qu'il y a un potentiel qui est phénoménal pour que cet établissement prenne une place encore plus importante. Et du coup, là, on est... maintenant, parlons de quand, en 2008, du coup, tu as la direction générale. Là, ta première idée, c'est ça, c'est de te dire, on va créer le pôle art. Alors ça, il est déjà dans les tuyaux. Qui est déjà depuis quelques années préparé, mais il n'est pas encore émergé en 2008 ? Non. On doit quasiment démarrer la phase de construction et il va ouvrir véritablement en 2010. Il y a encore des partenariats à trouver, mais bon, on est déjà bien avancé parce que moi j'y ai travaillé dès le début. Donc là, c'est déjà un projet exceptionnel, créer un établissement, en plus sur l'île de Nantes, qui est un endroit qui au début n'est pas du tout construit comme aujourd'hui. Donc c'est un peu comme l'histoire de Saint-Sébastien où vous arrivez en terre fraîche, à faire quelque chose de nouveau, de différent. Et la relation avec l'école entreprise déjà, avec des entreprises, parce que le pôle art, il arrive aussi parce qu'il y a un projet, il y a un besoin sur Nantes d'avoir un établissement qui forme aussi à la culture, aux arts et à ces métiers-là. Oui, au design, à la communication graphique, il faut prendre une place. Ça se fait parce qu'il y a une équipe d'enseignantes qui est remarquable. Le moteur d'un établissement, ce sont les enseignants, les formateurs. Tout se passe dans la salle de classe, comme dans un club de foot. Ouais, comme dans un club de foot, comme une entreprise, donc je pense à tous les salariés aussi, c'est pareil. C'est sur le terrain que ça se joue. Maintenant, où on crée un environnement qui permet à chacun de s'exprimer et on va révéler des compétences et on va permettre à chacun de pouvoir exploiter ses compétences. Et ça, c'est le rôle des managers, c'est le rôle des équipes, et de bien s'entourer pour permettre cela. Si on le réussit, ça donne un résultat fantastique. Si on passe à côté et si on pense qu'on va tout faire, ça ne marche pas. Et donc, et la réussite, elle est collégiale et elle est d'autant plus estimable, appréciable quand elle est faite collectivement. Mais c'est ça, effectivement. Au pôle des arts, il y a une équipe d'enseignants qui va parfaitement s'investir et puis je vais nommer des responsables. Donc, ça a une incidence très forte parce que tu le sais bien, Charles, toi, chef d'entreprise, à partir du moment où on crée d'autres unités, on bouscule l'organisation humaine. Il suffit pas de dire, voilà, j'ai créé, moi j'accompagne des projets encore aujourd'hui, c'est en termes de ressources humaines. Et c'est l'impact, quoi le projet, justement? L'impact que ça a en termes d'investissement, oui.
Le projet, il est global. Le projet, il doit être global. Et il faut voir comment il s'inscrit dans l'organisation générale de l'établissement. C'est pas une unité que je crée puis je vois ce que je fais, c'est quelle est la cohérence par rapport à l'ensemble et qu'est-ce que je vais faire avec les autres. Moi, je crois aussi énormément à l'esprit de réseau et de partenariat. C'est vrai qu'on peut dire que la Joliverie, c'est quand même un beau cas d'école, sans faire petit écho à notre cas chez École. Mais en tout cas, vous avez réussi quelque chose qui est aujourd'hui hyper important, c'est créer des pôles pour pouvoir structurer un établissement. On parlera aussi après du monde professionnel qui était déjà avec le pôle des arts, puis ensuite de l'international avec Microjoule. Finalement, en fait, vous étiez déjà un peu en avance sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut revenir justement sur Microjoule parce que du coup, on parle du pôle des arts et il y a ce projet Microjoule qui est un projet plus professionnel et qui va se créer, qui va se faire et qui va avoir un retentissement international. Vous allez gagner plein de prix avec Microjoule. J'imagine encore une équipe, des enseignants, des gens super, de la confiance aussi de leur directeur, comme tu as pu avoir cette confiance. C'est quoi cette histoire Microjoule? Alors c'est un projet pédagogique porté par, à la base, il y a un enseignant, Philippe Mindru, et puis il y a une équipe à Noyaux qui se constitue et puis qui va perdurer. C'est une aventure qui démarre en 85, il y a 40 ans. Porter un projet, quel qu'il soit, un projet pédagogique pendant 40 ans, c'est phénoménal. Ah, c'est une prouesse, ça veut dire qu'il y a eu des équipes, des gens engagés pendant 40 ans. Ouais, il y a un pivot, il y a un duo, il y a des pivots, comme une équipe de foot. Et ensuite, effectivement, il y a une équipe là qui s'est renouvelée, notamment ces dernières années. Maintenir cet enthousiasme, c'est extraordinaire, et puis apporter des innovations, toujours. Donc, et être au plus haut niveau. Parce que Microjoule détient tous les records du monde dans les économies, dans les énergies dans lesquelles il a pu concourir. Donc être pendant 40 ans, maintenir un projet pédagogique, être moteur, avoir la même passion, le même engouement, et puis être le meilleur dans le monde. Les meilleurs dans le monde. Et là, les chiffres sont là. Hein. Moi, c'est donc pas... Microjoule, c'est quoi en une phrase pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un prototype qui a été fait, qui a été fait qui a été fait en association avec d'autres écoles d'ingénieurs, notamment, et voire l'université, suivant les compétences dont on avait besoin, et des entreprises, pour participer à une compétition qui était organisée par Shell. Et le but, c'est dans le domaine des économies d'énergie, c'est de parcourir la plus longue distance avec le moins d'énergie possible. Alors à la base, c'est l'essence, mais depuis on l'a fait en gaz, en hydrogène, et le record du monde des microjoules, c'est 3771 km avec 1 litre d'essence. C'est un projet qui est fait avec des élèves. Et c'est là aussi, quand on m'interroge, et tu me poseras peut-être la question, qu'est-ce qui a changé chez les jeunes en 40 ans? Donc il y a eu plus de 1500 jeunes, je crois, qui se sont renouvelés sur ce projet. Mais ils ont gardé le même enthousiasme, que les profs ont su leur transmettre ça. Et encore l'an dernier, quand je suis allé les voir à une compétition maintenant qui est organisée à Vigneux, avec le département, j'ai vu encore tous ces jeunes qui étaient réunis et qui écoutaient leurs profs. Et qui voyaient le pilote, ils étaient tous autour et qui étaient passionnés, heureux, voilà. Et ça, depuis 40 ans, c'est toujours la même histoire. Alors il faut les manager certainement un peu différemment, mais depuis 40 ans, les jeunes venaient faire des heures supplémentaires dans l'atelier. J'ouvrais l'atelier jusqu'à minuit et ils venaient travailler sur Microjoule, et les professeurs aussi. Donc c'est un projet pédagogique, et là qui est intéressant parce que il est très révélateur de ce que l'enseignement doit être, notamment l'enseignement professionnel. C'est travailler en réseau. C'est l'association organisme de formation, avec un établissement pilote, c'est la Joliverie, entreprise, territoire, collectivité.
Donc, et ça même à l'international, parce que vous avez fait des choses aussi à l'étranger. Ensuite, effectivement, parce qu'on a participé, Shell, c'est une compétition internationale, et puis, et donc, effectivement, ça a permis aussi, dans cette histoire, Shell, je crois qu'il y a une dizaine d'années, a communiqué dans le monde sur les économies d'énergie au travers de microjoules. Au travers d'un microjoules, il y avait des affiches 3 sur 4, je crois, dans le métro, donc à Londres, en Chine, en Russie. C'était avec microjoules. Et j'ai un collègue qui vient me voir il y a une douzaine d'années, qui me dit, écoute, mon fils est en stage aux États-Unis, et il avait un problème médical, il est dans un cabinet médical, il prend une revue, le Time, il ouvre cette revue sur sur double page, les pages 2 et 3, il y a Roger Federer. Sur la page 6, si je ne me trompe pas, il y a Maradona, Pelé, Zidane. Et entre les deux, il y a une double page, il y a microjoule. Incroyable. Il me dit, voilà, microjoule, record du monde. Alors c'est vrai que ensuite, quand il fallait développer du partenariat et puis trouver des moyens, parce que c'est toujours la base. Et on va en reparler de ça, de ce point-là. Juste pour revenir, du coup, c'est un peu l'histoire de ta vie, microjoule. Des rencontres, des échanges, des moments de partage. Et après, ça crée quelque chose d'exceptionnel. Un peu d'audace aussi, quand même. Oui, parce qu'il a fallu créer un autre véhicule. Et quand les professeurs m'en ont parlé, ça représentait un coût. Je dis, OK, on y va. C'est aussi faire confiance, c'est donner de l'autonomie aux gens. Ouais. De l'autonomie. Leur faire confiance. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle, la fameuse phrase, puis l'exigence. Mais oui, il y avait. Mais d'ailleurs, entre et moi, dès le départ, les choses ont été clairement définies. Et moi, pour moi, c'est leur réussite si j'ai pu favoriser avec des collaborateurs des conditions favorables. Et je pense que ça a été le cas, c'est formidable. C'est du coup un peu quand même l'esprit de l'éducation, transmettre et puis donner aux jeunes cet esprit que vous avez réussi à partager, aussi de leur donner l'espoir peut-être de faire des choses audacieuses. Et j'imagine qu'il y avait sûrement des jeunes qui jamais avaient pensé pouvoir faire des concours internationaux depuis leur lycée à Saint-Sébastien-sur-Loire. Je trouve que c'est quand même une belle histoire. Après, justement, on a vu des jeunes qui venaient de tous les coins de la France suivre cette formation parce qu'il y avait Microjoule. Il y a dans l'histoire de Microjoule, et je crois que dans l'histoire de la formation aussi, il y a du rêve. Bien sûr. Et là... il est essentiel et je pense que c'est important de le donner aux jeunes aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Charles, c'est de se dire je vais vivre quelque chose quand même une expérience un petit peu différente et permettre aussi à des jeunes, et ça, moi j'ai un amour profond pour la formation professionnelle et technique. Et je suis issu de la formation générale. Moi, je suis issu d'une formation universitaire. J'ai enseigné l'économie générale. À partir du moment où je suis allé dans l'enseignement technique et professionnel, j'ai plus voulu le quitter. Parce que, d'abord, c'était ce rapprochement avec le monde de l'entreprise, qui était ma passion. Et puis, parce qu'évidemment, ça donnait aussi une nature un peu différente à mon métier. Il y a des métiers, de chef d'établissement comme de dirigeant d'entreprise, suivant la taille des établissements ou la nature des activités, mais aussi parce que ça a permis à des quantités de jeunes que j'ai vus de se révéler, de montrer qu'ils étaient capables de faire, de montrer qu'à l'école on pouvait être bien. Souvent, j'ai entendu des jeunes, parce que j'ai fait beaucoup, évidemment, d'entretiens, des jeunes avec des parents, et les parents, ils n'aiment pas l'école. Donc il faut qu'il fasse autre chose, ou la formation professionnelle. Non, la formation professionnelle va lui permettre
D'aimer de l'école. montrer ce qu'il fait, ce qu'il pourrait faire, ce qu'il sait faire, et d'aimer l'école. Bien sûr. On peut être heureux à l'école. Et l'école a plein de facettes. L'école a plusieurs. Comme quand tu étais au FC Nantes, peut-être, c'est un peu la même idée avec les lycéens professionnels. Moi, j'ai le souvenir aussi en art appliqué. Parce qu'on a eu cette culture aussi, puis je crois également l'avoir encouragé, et les collaborateurs le faisaient aussi, de participer à des concours. Voilà, concours de meilleur apprenti de France, concours, les Olympiades des métiers, cette culture du concours. Concours des mathématiques, concours. Et puis, dans le domaine des arts, eh bien, il y avait aussi il y avait le concours général et il y avait le concours de meilleur apprenti de France. Et on participait pour une des premières fois avec l'école des arts appliqués. Et je me souviens d'un jeune à qui on lui dit tu vas participer au concours en art-graphie. On l'avait recruté 1 ou 2 ans avant, enfin il avait intégré l'école. C'est un garçon qui, au collège, était un peu en difficulté, mais visiblement avait un potentiel au niveau des arts graphiques. Et en tout cas, les profs lui ont permis aussi de l'exploiter. Et donc, il faut imaginer ce garçon, 1 an avant, collège, et dans la classe, et voilà, il aime le dessin, l'art plastique, mais bon, c'est pas celui qui brille ou qu'on fait briller au niveau de l'établissement. Il participe au concours et il le remporte. Médaille d'or nationale. Médaille d'or nationale. On va donc remise des prix au Sénat. Et donc je l'accompagne avec son professeur et ses parents. On va au Sénat. C'est une cérémonie qui est extraordinaire pour les jeunes, qui est formidable, avec beaucoup de personnalité et de mise en valeur des jeunes. Et là, j'ai toujours aussi un peu, voilà, toujours osé. On est dans le passage, et c'est Jean-Pierre Raffarin qui est le Premier ministre à ce moment-là. Et là, il y a Jean-Pierre Raffarin qui arrive. Je prends ce garçon et lui dis viens. Je le mets devant Jean-Pierre Raffarin. Je lui dis regardez, monsieur le Premier ministre, voilà, c'est le meilleur apprenti en art graphique. Est-ce que vous acceptez un mot et de faire une photo? Et le garçon et le prof, donc il y a une photo qui est prise avec le Premier ministre. Il faut imaginer l'impact que ça peut avoir sur un garçon qui était quand même un petit peu, qui était très discret, un petit peu, enfin pas mis en évidence, et qui là devient quand même la star de l'établissement de la Joliverie, qui est quand même pas rien, et qui est en photo et qui est au Sénat avec le Premier ministre. Bon, ça a un effet aussi très impactant pour tout le monde. Et pour lui, on s'est un petit peu perdu de vue, mais je sais après qu'il a fait son chemin, mais il a retrouvé confiance en lui. Il a trouvé confiance. Et là, pour son parcours à lui, tu lui as donné, je pense que là, tu lui as fait le meilleur des cadeaux en tant qu'éducateur. Oui, lui permettre de vivre autre chose, un rêve, de dire oui, je suis capable. Je suis capable de le faire. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, la relation avec les entreprises, qui est quelque chose de fondamental. Tous les établissements en parlent aujourd'hui. Il y a même eu des responsables de bureaux de entreprises qui ont été nommés dans tous les lycées professionnels. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable. Et tu en parles, il y a 30 ans, 10 ans, 15 ans, c'était sûrement impensable. Vous avez vécu à la Joliverie, j'imagine, des nombreuses relations école-entreprise incroyables, mais j'aimerais revenir sur une, c'est avec AS et la création du coup du Gen AS Center, que tu puisses nous partager comment ça s'est fait, pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a eu des retentissements chez les jeunes sur les réseaux sociaux parce que AS est partenaire de AS F1 Team. Ils ont leur équipe à la Formule 1. Et du coup, je sais que ça aussi, beaucoup de jeunes ont trouvé ça exceptionnel de se retrouver dans leur lycée, un partenariat avec une équipe indirectement de Formule 1. Pour eux, c'était incroyable. Et du coup, si tu peux nous parler de AS et ta relation avec eux et du projet que tu as porté et que vous avez porté, parce que tu ne l'as pas fait tout seul, tu l'expliquais, c'est une équipe. Voilà, parle-nous un peu de ça. Oui, puis on s'inscrit dans une histoire. Enfin, tout manager, s'il ne comprend pas ça, à moins de créer son entreprise, comme
toi tu l'as fait aussi, mais tu es héritier d'une histoire, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est évident. Moi, je suis plutôt l'héritier d'une belle histoire. Quand j'ai la direction générale, il y a un potentiel énorme et qui va nous permettre, je crois, d'atteindre une dimension un peu différente. Je voudrais juste aussi te dire que atteindre une autre dimension, c'est aussi avoir de l'ambition. Parfois, on te dit, voilà, la joaillerie au Patrick Bizet a beaucoup d'ambition, mais finalement, je crois que ça a servi aussi tout le monde, mais ça a servi qui d'abord? Ça a servi les jeunes. C'est pour ça que vous êtes là. Mais pourquoi, effectivement, il était intéressant que l'établissement grandisse? Parce que c'est une carte de visite, c'est un label, c'est une référence. Là. Pour utiliser un autre terme, c'est une marque. Et on avait travaillé là-dessus, c'est une marque. Quand on se reconnaît comme d'autres écoles, je ne vais pas en citer d'autres, mais Audencia ou d'autres, ou l'école de design d'ailleurs à Nantes, où il y a eu une évolution extraordinaire aussi, mais ce sont des établissements qui permettent aux jeunes déjà de franchir certaines étapes. Et c'est ça qui était intéressant, et ça me permettait aussi de pouvoir développer, avoir d'autres partenariats et d'autres moyens. Donc, et la force du réseau, on sait qu'une école, elle est aussi importante pour son réseau et l'image que pour sa qualité pédagogique. Il y a plein d'écoles qui ont une super qualité pédagogique, sûr. Mais ce qui va faire la différence, c'est le réseau des anciens élèves, des entreprises. C'est une clé que tu leur donnes et que tu donnes Absolument. à tous les gens. Et du coup, As, F1... Alors, et donc je dis une histoire parce que là, on n'arrive pas... Alors, la relation école-entreprise, on la développe dans l'établissement déjà depuis de très nombreuses années. Depuis notamment, le début. Alors, CFA, oui, et le CFA-CFP, on est un des premiers... on est le premier établissement, et là, du reste, c'était... manque avant que j'arrive ou au moment, mais moi j'avais pas la responsabilité de l'industriel, mais le premier établissement a ouvert un BTS industriel en apprentissage en France. Et donc, le fait de développer l'apprentissage il y a près de 40 ans, la formation continue, fait que, évidemment, cette relation école-entreprise, elle devient naturelle dans l'établissement. Il se disait, à un moment donné, c'est moins vrai parce qu'il y a eu un développement de formation, mais il y a 8-10 ans, qu'un expert comptable sur deux à Nantes avait été formé à la joaillerie. Et à Nantes, voire peut-être un peu, un expert comptable. C'est-à-dire que la formation continue, elle s'était développée dans l'établissement, ce qui nous a évidemment permis de créer un réseau extrêmement fort. L'image de la joaillerie est souvent une image industrielle, mais la filière de formation la plus importante, c'est la filière compta-gestion. Et ça, il y a plus de 500 élèves, je crois que ça n'a pas dû tellement changer depuis mon départ, mais on est autour de ça, donc avec du bac jusqu'au bac plus 5 et par apprentissage. Et puis, dans le domaine industriel, donc là, on a vu qu'il fallait aussi développer des partenariats et marquer aussi des partenariats forts. On le fait assez bien dans l'automobile. Et dans la productique, il y a 8-10 ans, alors on parlait de rencontres, mais je ne saurais oublier dans ce que j'ai vu, nos établissements sont gérés par des organismes de gestion et des présidents de conseil d'administration qui jouent un rôle important aux côtés du chef d'établissement. Ouais, c'est presque un binôme entre deux. Alors, ils font confiance ou pas, et évidemment, moi, je associe à ce qui a pu être fait, hormis les équipes de direction, évidemment, mais j'y reviendrai, mais aussi les membres du conseil d'administration, notamment les présidents, qui m'ont fait confiance aussi. Et puis, non seulement fait confiance, mais avec qui j'ai pu construire des choses. Il y a une dizaine d'années, un peu plus, à peu près, il y a une dizaine d'années, on a un atelier de productique qui est la productique, c'est le métier d'ajusteur, c'est l'usinage qui est plus à la hauteur, qui ne répond plus, qui est vieillot et qu'il faut rénover. Et c'est mauvaise attractivité de jeunes. Ouais, plus beaucoup de jeunes. Oui, puis il faut introduire du numérique, plus du numérique, on est sur des machines traditionnelles. Ça parle ça aujourd'hui, il y a plein de formations et plein d'établissements qui ont en ce moment pas trop de moyens parfois.
et qui se disent comment je peux faire pour faire rayonner ma formation, attirer les jeunes. Voilà. Oui, puis être en adéquation avec les emplois. Le marché du travail. Avec le marché du travail. Et là... donc là, vous avez un outil qui... là, je engage cet outil à un moment. C'est un gros chantier, hein, de plusieurs millions d'euros, à un moment où beaucoup d'établissements ferment ces formations, ou pour certaines, on me demande de les fermer. On croit moins en l'industrie. Il y a effectivement des difficultés dans ce domaine-là, et puis c'est moins attractif. Donc on engage ce gros chantier avec une rénovation des ateliers. Et là, AS, on s'appuie pas seulement sur AS, mais il y a un professeur et un formateur qui me disent voilà, ce serait bien que vous les rencontriez. Il y a un process qui se met en place. On pourrait devenir un hashtag, première étape. Voilà, où on va donner déjà une plus forte coloration à ce partenariat avec AS, qui est une entreprise américaine et qui a aussi une écurie de Formule 1, AS. Et donc là, on démarre un partenariat et qui va devenir beaucoup plus fort il y a 2 ans, 3 ans, où on me propose, et donc là aussi, dans le partenariat, il y a des relations humaines. Il y a des relations de confiance, il y a aussi ce qu'on entretient, ce qu'on va faire, du lien, et avec le président Bruno Léa, on passe un accord. Et lui, alors il est en France, il vend le matériel, et on renouvelle tout le parc de centres d'usinage, 17 centres d'usinage, et il y a une fondation AS avec laquelle ils vont nous accompagner, puisqu'ils vont nous donner une bourse pour la formation des jeunes et puis financer d'autres choses qui ne sont pas liées au matériel. Et on va devenir Gene AS Center. Alors, c'est bien de dire comme ça. Ah ouais, pourquoi tout le monde le fait? Il faut l'accepter. Et ça veut dire aussi que les enseignants, les personnels aussi ont fait confiance, mais ils le souhaitaient aussi, c'est que, attention, on donne la primeur à une entreprise. Ça ne veut pas dire, mais comme je l'ai fait au niveau de la restauration, comme on l'a fait dans d'autres domaines, parce qu'il y a un moment donné, si vous n'associez pas à une entreprise ou un groupe, c'est difficile de leur demander des moyens. Donc on s'engage en contrepartie, je leur permets de faire des journées techniques en dehors des heures de formation, et on a créé ce qu'ils considèrent eux comme la plus grande plateforme productive d'Europe. Et là, du coup, tu passes d'un établissement qui, sur cette partie-là, a une difficulté quand même, difficulté au niveau des installations, j'imagine aussi économiquement, ça peut créer des besoins. Et là, AS te donne des moyens, du coup, et vous créez ensemble une nouvelle histoire, et ça permet d'attirer des jeunes. Et en plus, l'écurie de Formule 1 fait rayonner l'établissement. Alors, elle fait rayonner, ouais. Là-dessus, on a eu un exemplaire d'une Formule 1 qui était chez nous, mais c'est un peu la même histoire qu'avec le pôle graphique. Oui, tu crées un partenariat, tu crées quelque chose, et tu as des moyens qui sont quand même importants. Et puis qui a résonné au niveau national et international, avec des articles aux États-Unis. La présidente de la fondation AS, la présidente américaine, est venue nous voir. On a fait une visite. Et à partir de là aussi, on s'ouvre d'autres partenariats. En disant, il se passe quelque chose à la GLOI, on peut leur faire confiance. Que, on est sur des sommes qui sont conséquentes. On est sur des sommes conséquentes là. Mais il faut que l'entreprise, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et là, on me dit, pour autant, on n'a pas perdu notre âme, nos valeurs. C'est la vraie relation école-entreprise dans le bon sens du terme. Mais il faut que chacun s'y retrouve. En disant, on est patron, je suis patron chez moi, et c'est pas les journées techniques ou du commercial qui viendront se faire à la place de la formation, mais en revanche, quand vous en avez besoin, et quand nous on fait pas de formation, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais on a eu d'autres accords comme ça. Moi, ça nous permettait d'avoir des équipements qu'on n'achetait pas, et que les derniers équipements aussi, on est toujours à la pointe de la technologie. Et puis, et quand vous avez des nouveaux équipements, il y a de la formation aussi. Il y a du lien avec les entreprises. Et puis les profs sont au courant. Alors moi, au passage,
je voudrais aussi, tu l'as compris, et puis étant en retraite, si je peux donner des compliments, j'attends rien en retour. Mais moi, je rends hommage aux profs. Parce que souvent, on parle derrière les profs qui ont des vacances, mais quand on renouvelle un matériel comme ça, on met des machines de plus en plus performantes, avec des robots. Non seulement il faut qu'il y ait des gens qui sachent les utiliser, et il faut qu'ils sachent transmettre, enseigner. Et moi, je rends hommage à ces enseignants qui ont été partants, qui ont même été demandeurs, et qui sont en permanence renouvelés. Oui, parce que vous aviez dans votre établissement du matériel même plus technologique et avancé que dans de nombreuses entreprises du secteur. Oui, c'est pour ça qu'on fait de la formation continue aussi. Et tu parlais du coup de l'engagement mutuel. Je ne sais pas si tu connais, il y a les entreprises s'engagent. C'est une organisation qui a été portée. Et ils ont aussi lancé les lycées s'engagent. Parce que justement, il faut être deux dans cette histoire. Donc les entreprises s'engagent et les lycées s'engagent. Et je pense que c'est le lien entre les deux qui fait la meilleure histoire pour un lycée professionnel. Et un lycée qui fait du professionnel, technologique, qui a de la relation avec l'entreprise, rayonne grâce à son réseau d'entreprise. Oui, et puis elle permet, voilà, c'est ça. Elle permet aussi de créer du lien et d'avoir d'autres contacts. Bon, et c'est mutuel. C'est aussi ce que j'ai fait avec toi. Et je m'engage à un moment donné avec toi parce que tu vas m'ouvrir aussi, élargir mon réseau de relations parce que tu nous accompagnes sur un certain nombre de sujets et on passe notamment communication. Et puis parce que tu me permets aussi... On s'engage mutuellement dans quelque chose qui nous permet d'avancer ensemble. Et du coup, après, sur les projets, parce qu'il y en a eu plein des projets, mais il y a un autre projet que je trouve passionnant. Du coup, on a parlé de la création d'un établissement, on a parlé là d'un projet avec une entreprise. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles d'un projet qui fait écho à plein de sujets qu'on entend actuellement sur le harcèlement. On reviendra après sur les anecdotes et les faits marquants, mais j'aimerais que tu nous parles du projet de la Maison de la Paix. Et ce que j'adore chez toi, Patrick, et sans te flatter, mais vraiment très clairement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours un coup d'avance chez toi. Et du coup, si on reprend le pôle des arts, besoin d'une entreprise, et aujourd'hui, l'île de Nantes est quand même devenue quelque chose et un lieu incroyable sur Nantes. Ouais. C'est un projet qui est connu de tous les architectes, donc vous y étiez. Tu en parlais de microjoules, et aujourd'hui, on entend tous les enjeux sur la voiture électrique. On parle peu de l'hydrogène d'ailleurs, et vous y étiez. Et puis, on parle de la relation école-entreprise, de l'industrie, et là encore, vous y étiez. Et puis enfin, maintenant, on entend quand même beaucoup parler de harcèlement à l'école, de guerre, de phénomènes qui sont dans les établissements pas évidents. Et toi, tu crées la Maison de la Paix. Donc encore quelque chose d'exceptionnel. Ça part... moi, j'avais aussi un souhait, c'est de... Bon, voilà. Lâcher la retraite, on pense à autre chose. Aux uns et aux autres. Et puis, voilà, pour soi, pour la structure aussi, il faut du renouvellement. Il peut être bénéfique, c'est pas en soi, mais c'est bien aussi. Moi, je souhaitais pouvoir choisir le moment où je partirais et partir toujours avec la même envie, la même passion. Voilà, jusqu'au dernier moment, te dire, je vais continuer à faire, en me disant, attention, à un moment donné où les choses ne t'appartiennent plus véritablement, tu es dans une phase de transmission, et donc le but, c'est de te dire, attention, je ne peux pas engager des choses qui pourraient mettre en difficulté mon successeur et les équipes, parce qu'ils ne les partageraient pas. Bon, pour autant, tout ce que j'ai mis en place, je le partageais avec une équipe. Et tu as su aussi t'entourer de personnes super. Et quand on pense à la Joliverie, on pense à toute cette équipe autour de toi et maintenant autour de David. Et il y a une équipe très forte chez vous. Et il y a eu une équipe très forte. Et comme tu le dis, je pense que c'est avant tout une affaire d'équipe et d'hommes et de femmes. Qui a constamment évolué. Mais j'espère que ce qu'on retiendra davantage, si on doit retenir quelque chose de ce qui a été fait avec moi, c'est aussi toute cette évolution de l'organisation humaine et des gens qui ont pu évoluer et vivre des choses. Parce que ça a été ça l'enjeu le plus fort. Et chacun le connaît. Dans toute entreprise, quelle qu'elle soit,
il y a des enjeux humains qui sont les premiers, qui sont les Oui, parce les que plus nos forts. entreprises sont faites d'hommes et de femmes et il faut leur donner de la capacité d'évolution, de la capacité de grandir, des Absolument. missions, s'épanouir. Et comme c'est vrai qu'en direction, on a souvent cette capacité, cette opportunité de pouvoir tisser un chemin et faire des choses, il faut réussir à le donner à tout le monde dans fait. une équipe. Et du coup, la Maison de la Paix, pourquoi? Alors, la Maison de la Paix, elle est le fruit aussi d'un cheminement, comme tout ce que j'ai pu entreprendre. Alors, il y a, en 2020, on a fait la fusion de 2 établissements, l'école Sainte-Bernadette et le lycée de la Baugerie, qui est en difficulté. En déficit aussi d'image, mais qui est vraiment en difficulté de formation financière. Et là, donc la Joliverie, la Baugerie va intégrer le groupe, ce qui contribue d'ailleurs aussi à donner une autre dimension. Je trouve qu'il y a un potentiel, il y a une histoire forte aussi au niveau de la Baugerie. Moi, en tant que chef d'établissement et membre de l'institution, je dis j'ai un devoir aussi d'essayer de faire quelque chose. On ne peut pas, sur un établissement, se dire c'est pas possible qu'il disparaisse, mais je sais que ce sera compliqué. Mais en tout cas, il y a un potentiel. Donc là, j'ai fait aussi tout un travail de réorganisation qui semble assez bien porter ses fruits, parce que voilà, la croissance effective a été, voilà, et puis l'établissement, il y a plein de gens aussi dynamiques à l'intérieur. Et puis, il y a aussi des lieux, alors il faut les rénover. Puis, et il y a un château qui est le château de Cambronne, un château historique, le long près de la Loire. Et donc là, je ne sais pas trop encore ce qu'on va y faire. Il était réservé un petit peu à l'internat, mais j'avais libéré en disant bon, c'est pour 25 places, faut s'organiser différemment. Et on verra ce qu'on peut faire dans ce lieu. Alors, germe quand même l'idée qu'on parle depuis quelque temps de plus en plus des tiers-lieux. De lieux adaptés qui permettent, et on parle surtout de tiers-lieux dans le monde de l'entreprise. Et un lieu différent, un lieu pas qui permettent d'agir différemment, de traiter les questions dans un environnement autre. Et là, moi, depuis quelques années, il y a dans nos établissements, et Gabriel Attal, quand il a été ministre de l'Éducation nationale, il dit il faut vraiment, sur le harcèlement, aller un peu plus loin. D'autres aussi, c'est vrai que c'est un axe prioritaire. En interne, dans l'établissement, il y a aussi des gens qui réagissent. On a un professeur qui crée un jeu sur le harcèlement, d'ailleurs, qui est utilisé par différentes collectivités. Mais on voit bien que c'est un sujet qui est fort. Et puis, il se passe quelque chose aussi. Il y a, tout au long de l'an dernier, je vais présider plus de conseils de discipline, beaucoup plus de conseils de discipline que j'en faisais dans le passé. Et là, plus toutes les remarques que les uns les autres me font et que j'entends, je dis, mais s'il y a un problème de harcèlement, je ne vais pas renvoyer l'élève à chaque fois. Enfin, je déplace le problème. Pourquoi on en arrive là alors qu'on fait des choses. On fait des choses, hein, et c'est la question de pas dire ça y est, j'ai trouvé la bonne solution, mais pourquoi ça marche pas suffisamment? Et donc, on m'interpelle sur différentes questions. Alors, la question des addictions, on le traite notamment sur la drogue, ça a toujours été un combat dans l'établissement, très fort. Et puis, il y a d'autres sujets comme la violence verbale, physique, particulièrement d'actualité. On a moins été, nous, confrontés à des questions de violence physique, mais là, je parle entre élèves. Mais tous les établissements aujourd'hui sont des lieux chauds, et c'est déjà, non? Et ça vit un établissement. Comme un club de foot, comme une colonie, comme un lieu où il y a un rassemblement, ben oui, ça vit. Puis à nous, avec le nombre d'élèves. Donc,
on a travaillé beaucoup avec les entreprises, mais on a travaillé beaucoup avec les associations. Je suis invité à une table ronde au Conseil régional dans 8 jours pour parler avec la CED sur le dévouement et le bénévolat des jeunes. Et on a mené beaucoup d'actions avec les associations. Et du coup, cette maison de la paix, tu rencontres c'est de se à un dire, moment donné c'est de se dire, idée. nous, il faut qu'on traite ces questions du harcèlement, de la violence physique, des addictions, la prostitution des mineurs, sujet dont on commence à en parler un petit peu plus. Et donc là, j'ai eu l'occasion à ce moment-là aussi d'échanger avec Sarah El-Haïry, qui est ministre déléguée aussi à la famille, à l'enfance et à la jeunesse, et à la jeunesse à ce moment-là. Mais on se connaît déjà depuis, elle était là au 100 ans de la Jolie Vie. Donc je rencontre là aussi un certain nombre pas mal d'échanges avec le maire de Saint-Sébastien. Enfin, on voit bien, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Hein. Attention, et moi je ne refais pas le monde. Je ne dis pas, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Tu te dis juste, j'ai un lieu, eh ben, il y a un besoin. J'ai un besoin et traiter ces questions-là différemment et de se dire, je veux faire un chantier éducatif permanent et je crée un lieu, un tiers-lieu éducatif. À ce moment-là aussi, je suis en lien avec France Télévisions, l'unité éducation et l'UNESCO. Et on rentre aussi dans le réseau des écoles associées de l'UNESCO qui fait un travail remarquable au niveau pédagogique. Au niveau des on en parlait, l'UNESCO a plein de choses sur le site internet, sur son site internet pour aider les écoles. C'est phénoménal. Avec plein d'analyses. Et on est rentré dans le etc. réseau parce qu'on a une telle histoire. On a intégré assez rapidement parce qu'il y a plein de choses qui se font. Et donc tu crées la Maison de la Paix. Et alors je crée la Maison de la Paix, de l'altérité et de la coopération internationale dans ce lieu justement qu'on va transformer pour créer un environnement qui permettent de traiter de ces questions-là d'une autre manière. Et en partenariat, du coup, avec l'UNESCO. Alors, sous le haut patronage de l'UNESCO, qui va... ensuite, là, il s'agit de développer aussi des partenariats avec des fondations et avec également les collectivités, parce que je propose aussi que ce tiers-lieu soit ouvert non seulement aux élèves de l'école, mais aux élèves, aux jeunes de la commune. Donc l'idée, c'est de faire un tiers-lieu autour de la paix pour sensibiliser, c'est quoi ton idée derrière ça? Au moment où on se parle, Charles, au moment où on se parle, c'est parler de la peine. Ça résonne en moi il y a quasiment maintenant 10 mois, quoi. Il y a 10 mois. Et là, au moment où on se parle, c'est tellement important qu'on sensibilise et qu'on éduque les jeunes à la peine. C'est le rôle de l'école et du rapport à l'autre. Parce que dans les fondements, et ça m'a permis de rappeler ça aussi, dans les fondamentaux du Code de l'éducation, il faut que les jeunes apprennent à compter, à lire et à écrire. Tout le monde a retenu ça. Il y a un quatrième qui fait partie au même titre que les autres des fondamentaux, c'est le respect d'autrui. Le 3, la différence. Voilà. Et c'est aussi ça. Pourquoi l'altérité? Pourquoi des problèmes de violence? Pourquoi les problèmes d'irrespect? C'est le regard qu'on porte, que l'on a vis-à-vis des autres, qu'on n'a pas, justement. Et donc là, cette maison, c'est aussi de se dire, dans un environnement différent, comment on libère la parole et comment on répare. Parce que quand je fais un conseil de discipline, je suis dans la sanction. Et moi, je suis l'autorité qui, de toute façon, à ce stade-là, va prendre, avec le conseil de discipline, la sanction. Et la sanction, c'est l'exclusion temporaire ou définitive. Et il faut, je pense qu'il y a un autre stade, c'est la réparation. Et j'ai un déclic. La sanction, tu le disais tout à l'heure, elle ne va pas permettre à long terme d'aider les jeunes. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour marquer quelque chose, oui, mais elle ne va pas réparer à moyen long terme le jeune sur cette
difficulté. Non, et comment on répare? Et comment on le répare? Et comment on essaye de le faire en lien avec la nature du problème. Et le déclic aussi, c'est au cours d'un conseil de discipline. Un jeune qui est convoqué au conseil de discipline, ils ont monté avec la classe une cabale contre une jeune fille. Il n'y a pas de raison apparente. On n'arrive pas, ou en tout cas, on ne les a pas connus. Et donc là, les parents sont prévenus, ils sont là. Donc là, il y a un travail qui doit se faire en commun avec les parents. Nous, dans notre rôle, et les parents dans le leur. On ne les mélange pas. Et puis moi, je passe au conseil de discipline un élève, pas les parents. Il y a aucun... C'est parfois étroitement lié, mais ce n'est pas votre rôle. Non, ce n'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, puis je ne connais pas le contexte, je ne sais pas leur histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, je sais ce qu'on fait à l'école. Et là, le jeune, il dit, voilà, monsieur le directeur, gardez-moi, je veux rester, je suis content dans cette formation, j'ai fait une erreur, je veux la réparer. Très bien. Et il a réfléchi avec ses parents et il me dit, je vous propose un travail d'intérêt général. On est sur un problème de harcèlement, d'humiliation vis-à-vis d'une jeune. Hein? Qu'est-ce que tu me proposes? Et il me dit, je vais nettoyer la cour. Je vais ramasser les papiers. Je le regarde. Je lui dis, t'as pas sali la cour, à ma connaissance. Ça n'a pas de rapport. T'as pas fait de tag. Pourquoi veux-tu... non, je ne vais pas te faire... Et là, ça m'interpelle. Il dit, si je lui fais nettoyer la cour, il fait un travail d'intérêt général, mais en quoi ça va l'amener à réfléchir sur la faute qu'il a commise? C'est pas ça. Donc il faut trouver quelque chose qui soit en adaptation. Donc là, on s'est dit en adéquation, pardon. Et là, d'où l'idée aussi, parce qu'on lui a demandé de préparer une exposition et d'aller voir une association, et qu'il a fait dans la Maison de la Paix, qui a été présentée le jour de l'inauguration. Donc là, ça l'a fait réfléchir. Et on espère que le jeune, ça lui a donné le temps de se reposer des questions. Oui, et ça m'a amené aussi, et ça nous avait amené aussi à s'interroger pendant un certain nombre de temps quand on collait les élèves, parce qu'on colle toujours voilà, il y a la punition, elle est nécessaire par moment, et on faisait nettoyer la cour ou le parking. Après, on a arrêté de faire ça, on a réduit en se disant, mais nettoyer la cour, c'est pas une punition. C'est un acte civique, il doit être fait au quotidien. Donc attention aussi à ça, de se dire, voilà, je vais nettoyer parce que j'ai fait une bêtise. Non, et ça vaut pour tout le monde. On nettoie au quotidien, on protège l'environnement. Un établissement, il vit au gré de sa société et du monde qui bouge. Bien sûr. Et en fait, ce que tu racontes, et à travers les différentes étapes, c'est l'évolution de notre société. C'est vrai qu'on parle beaucoup de guerre aujourd'hui, et c'est important de parler de paix, surtout dans tout ce qui se passe dans les établissements. Avec du recul, je sais qu'il y a beaucoup de projets dont tu es fier, et il y a eu plein de choses qui s'est passées avec plein de personnes dans ta carrière, mais si on se devait se donner un projet, quel est celui pour lequel tu es le plus fier aujourd'hui, hormis tes petits-enfants aussi? Je pense que c'est un projet de vie personnel. Quand on a des enfants et des petits-enfants, on est fier. Mais sur un point de vue professionnel, c'est quoi le projet aujourd'hui, et avec du recul, quand tu regardes et tu te dis, et tu te revois, comme on parlait au début, plus jeune, tu te regardes maintenant, et c'est quoi le projet pour lequel tu es le plus fier? Alors, c'est intéressant aussi quand même que tu fasses la relation avec mes petits-enfants, mes enfants, ma famille, mon épouse. C'est aussi la difficulté pour chacun d'entre nous, hein, quand on a une implication très forte dans sa vie professionnelle, il faut qu'elle soit complémentaire de sa vie personnelle, et il faut qu'on ait cet équilibre, mais je pense que... On parle beaucoup d'équilibre personnel-travail, et c'est essentiel. L'un et l'autre sont étroitement ensemble. Étroitement liés. Voilà, ils vont... Et donc cet équilibre, ça aussi, il était extrêmement important pour moi. Être éducateur, s'occuper des jeunes, c'était un élément clé important pour moi, mais j'avais 2 enfants aussi, j'ai 2 enfants. Donc voilà,
nous avons avec mon épouse fait en sorte aussi voilà, qu'ils puissent créer des conditions qui leur permettent de trouver la voie. Ça a été, je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Mais, comme un bon manager, comme en équipe de foot, tu dois détecter. Alors, moi, je suis assez admiratif de la carrière de Didier Deschamps, parce qu'à ce moment-là, j'arrive au club, il a 17 ans, 18 ans, et il est repéré déjà comme un leader, quoi, quand on voit sa carrière. Et je trouve ça extrêmement intéressant de se dire aussi, il y a des gens voilà, qui ont un talent, et on arrive à faire en sorte voilà, qu'il va aussi... c'est le rôle de l'éducateur, c'est l'accompagner pour se dépasser et être encore... Et oui, et là, il y a un vrai défi aussi pour notre société. Il faut évidemment, et j'ai été très sensible à ça, à aider les jeunes qui parfois étaient sur le bas-côté du chemin, qui avaient du mal à s'exprimer, à qui on ne faisait pas confiance, à redonner confiance. Mais je trouve qu'il y a aussi un certain nombre de jeunes qu'on a repérés, même dans notre propre parcours. Moi, je me souviens de quelques camarades de classe, et ces gars-là, on en a tous en tête. On en a tous en tête. Et qui finalement n'ont pas peut-être donné les résultats. Alors après, ça peut être subjectif. C'est quoi la réussite ? La mesure par rapport à quoi ? Je pense que c'est d'être heureux déjà. Oui, mais par rapport à quoi, etc. Mais professionnellement, il y a aussi parfois une perte de richesse dans notre société. Des gens qu'on a peut-être mal aiguillés ou qu'on n'a pas eu la chance, là, pour le coup, de trouver quelqu'un pour les accompagner. Donc là, voilà, donc après, voilà, ce sont des parcours aussi, évidemment, voilà, de jeunes, de profs. Un directeur, avant de s'adapter, il doit anticiper. Il doit s'efforcer d'être proactif. Et il faut être actif et réactif. Il faut être proactif. Alors après, l'adaptation, et donc il faut anticiper sur les évolutions qui peuvent arriver, et donc s'entourer, écouter, participer à des forums, à des conférences, et puis s'entourer de gens compétents dans leur domaine. Alors il y a évidemment après une nécessité d'adaptation une fois qu'on met en place de nouvelles techniques, de nouvelles personnes. Il faut s'adapter à de nouveaux collaborateurs, de nouvelles collaboratrices, à de nouveaux moyens de communication. Mais au préalable, il faut les penser. Et on les pense et on se dit attention, ça va venir, ou ça pourrait venir. Voilà, comment on se prépare à ça ? C'est le rôle de la vision. On parle beaucoup dans l'entreprise de bien définir sa vision pour savoir où on va. C'est important. Très bien. Merci Patrick. Je pense qu'on a terminé. Merci en tout cas de m'avoir accordé ce temps, d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Avec plaisir. Merci Charles. Merci à tous de nous avoir écoutés. On a passé un moment très fort avec Patrick Bizet. C'était super de pouvoir échanger avec lui et qu'il nous partage cette vision exceptionnelle. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Je vous demande aussi de vous abonner, de nous soutenir, de répondre, de faire des commentaires sur la vidéo. C'est très important pour nous. Ça nous permet de nous motiver, de continuer ce projet. Et on revient très très prochainement avec un nouvel invité. Merci à tous et à bientôt.